Alors, Benjamin, j'ai lancé l'enregistrement. Je pense qu'il faut que tu réactives ton micro et que tu Voilà, relances le document. c'est ça, hein. Donc il y a toujours un petit moment de battement. Donc normalement, vous m'entendez bien? Oui, Oui, on donc une t'entend. réunion, et je vais vous partager le document dans un instant, bien sûr. Une réunion qui va être consacrée à la fois aux attendus de la réforme du mode de scrutin qui va concerner les communes de moins de 1000 habitants et par voie de conséquence, une forme d'uniformisation, hein, de ce mode de scrutin, puisque c'était l'un des objectifs poursuivis par les promoteurs de cette réforme, avec quand même, vous le savez, quelques adaptations, un certain nombre d'adaptations d'ailleurs, qui vont concerner les communes de moins de 1000 habitants. Alors, je vous partage à l'instant le diaporama de présentation. Voilà. Et donc, normalement, on devrait l'avoir en plein écran. J'espère que ça fonctionne bien pour vous. C'est Donc, parfait. très bien. Alors, sur donc, la réforme à proprement parler, eh bien, bon, les débats ont été, assez vifs, hein, en la matière puisque, un certain nombre de voix se sont élevées pour maintenir, la dissociation des modes de scrutin tels qu'on la connaissait, autrefois et c'est, en fin de compte, l'harmonisation, qui a prévalu. Alors quelle était la volonté, du gouvernement en particulier, en la matière? C'était donc d'harmoniser le mode de scrutin. Alors l'harmonisation en tant que telle, n'est pas forcément un objectif, en soi, simplement, en termes de lisibilité, ça pouvait quand même constituer un problème, notamment pour les communes qui ont environ 1000 habitants, hein, un peu plus ou un peu moins et qui étaient susceptibles de, changer de seuil démographique d'un mandat à l'autre et donc, par voie de conséquence, de passer d'un mode de scrutin à un autre et ce dernier est évidemment totalement différent. Et du point de vue donc de la lisibilité, de la transparence, de la bonne information des électeurs, c'est quelque chose qui avait été remonté, hein, par, un certain nombre d'élus locaux et qui est un des éléments, d'appréciation qui ont fondé la volonté donc d'uniformiser. Deuxièmement également, répondre à la crise de l'engagement local, en particulier dans les communes rurales. Alors ça, c'est peut-être moins évident. Hein, est-ce que, la modification du mode de scrutin peut répondre à cette crise? C'est un débat également. L'idée, c'était essentiellement de, permettre de constituer des candidatures plus en amont, de préparer mieux, les échéances électorales et donc notamment le renouvellement général. Et puis bien sûr, le motif principal, c'est celui-ci, hein, c'est instituer la parité dans tout le territoire, puisqu'on constate aujourd'hui, en moyenne, hein, dans les communes de moins de 1000 habitants, qu'il y a simplement un peu plus d'un tiers, hein, 37 de femmes élues, dans ces communes-là. Et dans le tableau que vous voyez ici, on a vraiment une graduation proportionnée, d'une strate démographique à l'autre, hein. On passe de 33 de femmes élues, dans les communes de moins de 100 habitants et une progressivité avec bien sûr, une modif un seuil, marche plus haute si je puis dire entre, les moins de 1000 et les juste plus de 1000, hein, puisqu'on passe de 40 à 48 et donc cette exigence de parité a été, le moteur principal donc de cette, modification législative. Alors on peut peut-être s'étonner, de voir qu'on est à un petit peu moins de 50 de femmes élues dans les communes qui ont, 1000 habitants et plus. Bah, tout simplement parce que, le nombre des conseillers municipaux, vous le savez, est impair et que donc le plus souvent, la présence supplémentaire concerne les hommes, hein. Donc vous voyez que même à ce niveau-là, même quand on a, un scrutin de liste, on n'a pas exactement la parité et puis dans des renouvellements avec des remplacements de postes vacants, on a pu constater statistiquement que c'était plus souvent des hommes qui étaient, les élus remplaçants. Voilà, donc toujours est-il que, le motif principal, c'est, bien sûr d'étendre la parité à l'ensemble des, communes. D'ailleurs, les promoteurs, là aussi, de cette réforme s'appuient quand même sur l'article 1er de la Constitution, hein, qui dispose donc depuis 1999 que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Donc c'est aussi pour respecter, davantage cet article 1er de la Constitution que la loi a été, modifiée.
d'autant plus que les communes de moins de 1000 habitants représentent plus de 70% des communes françaises. 13% de la population, 71% en nombre. Alors, par rapport notamment aux difficultés de constituer l'équipe municipale, on le voit ici, un maire sur deux, il y a une grande étude statistique qui a été faite récemment, un maire sur deux a indiqué avoir connu des difficultés à composer une équipe municipale en 2020, lors des précédentes échéances. Et au 31 janvier 2024, vous voyez, c'est assez récent, eh bien, 1424 élus en 2020 avaient démissionné de leur mandat, soit plus de 4% des maires. Et 59% des élus jugeaient peu réaliste l'introduction d'un scrutin de liste. Donc vous voyez, ça ne fait pas consensus, ça ne fait pas l'unanimité, et un certain nombre d'élus locaux, notamment donc dans les communes les moins peuplées, expriment d'ores et déjà, anticipent d'ores et déjà des difficultés à constituer des listes en raison de l'engagement moindre en nombre de femmes dans ces territoires. Donc il va falloir là aussi, bien sûr, que les données soient analysées pour ces élections 2026 pour ensuite éventuellement soit les confirmer, soit les amender plus tard. Toujours est-il donc que juridiquement, 2 lois ont été adoptées au mois de mai, donc une première loi organique 2025-443, ça c'est une loi cadre, comme souvent ici, et surtout donc celle qui nous intéresse principalement, c'est la loi ordinaire numéro 2025-444 du 21 mai, visant donc à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité. Ces 2 lois ont été déclarées conformes à la Constitution par 2 décisions du Conseil constitutionnel, et ces dispositions s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant leur promulgation, soit donc à partir des élections municipales des 15 et 22 mars prochains, 2026, à l'exception des dispositions donc, qui concernent les communes nouvelles qui, elles, s'appliquent d'ores et déjà. Et puis un petit rappel, bien sûr, le code électoral nous indique bien que là, ça n'a pas évolué, que le dernier chiffre de population auquel il convient de se référer, est le dernier chiffre le dernier chiffre de population municipale authentifiée avant l'élection. Alors, il y a donc la conséquence principale de cette réforme, c'est la fin de la coexistence entre 2 modes de scrutin, entre les communes qui comptent moins de 1000 habitants et celles qui en comptent 1000 et plus. Autrefois, on s'en souvient bien, pour les communes de moins de 1000 habitants, le scrutin était dit plurinominal majoritaire, avec possibilité de panachage. Donc ça permettait aux candidats de se présenter individuellement ou en groupe, et aux électeurs de pouvoir rayer, ajouter des noms, modifier l'ordre des candidats. Eh bien, cela ne sera donc plus possible. Alors, on a des contacts, on a activé quelques contacts au sein du ministère de l'Intérieur et des préfectures. Pour le moment, on n'a pas de précision sur le fait qu'il soit rendu obligatoire d'informer les électeurs dans les communes de moins de 1000 habitants sur ce mode de scrutin. Il est fort probable, à mon sens, que cette information sera rendue obligatoire, ce qui, du point de vue, encore une fois, de la lisibilité, de la pédagogie et de la transparence, serait quand même assez pertinent, parce qu'on peut largement supposer, et c'est bien normal, qu'un certain nombre d'électeurs, notamment peut-être parmi les personnes un peu plus âgées, et qui ont été habituées, d'un mandat à l'autre, à cet ancien mode de scrutin, eh bien un certain nombre de ces électeurs vont vouloir, venir dans le bureau de vote avec leur crayon, par exemple, pour pouvoir procéder comme ils le faisaient autrefois, donc ça serait, probablement très opportun de pouvoir les en informer dûment. Et donc on va passer à un scrutin de liste proportionnel paritaire, ce qui exclura donc le panachage, et les candidatures seront présentées sous forme de listes bloquées, exactement comme pour les communes comptant 1000 habitants et plus. Donc désormais, les conseillers municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus
selon les modalités prévues aux articles L260 et L262 du Code électoral, donc les modalités prévues pour les communes de plus de 1000 habitants, avec un assouplissement, on va le voir, et ces listes devront être composées de façon paritaire. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Les conseillers municipaux seront donc élus au scrutin de liste à la proportionnelle, à 2 tours, avec prime majoritaire. Donc là, mode de scrutin uniforme entre toutes les communes. Je mets de côté, bien sûr, Paris, Lyon et Marseille, dont le mode de scrutin restera un peu particulier, même si là aussi, il est en voie de modification. Alors, les électeurs voteront donc, comme on l'a dit, pour des listes sans possibilité de panachage, donc ce qu'on appelle des listes bloquées, et il sera donc interdit, on le rappelle, de rayer les noms des candidats ou de modifier l'ordre de la liste. Si tel devait être le cas, eh bien les bulletins concernés seraient considérés comme invalides, bien sûr. De la même manière, le bulletin sera considéré comme nul dès lors qu'il comportera une modification manuscrite ou tout autre signe de reconnaissance. Alors, ça, c'est l'uniformisation, c'est la clé de voûte de cette réforme. Mais pour tenir compte des spécificités qui ont été mises en avant par un certain nombre, des communes de moins de 1000 habitants et des difficultés plus importantes pour ces communes-là, en moyenne, de constituer des listes, eh bien, des mesures d'adaptation, c'est-à-dire des mesures d'assouplissement, ont été ajoutées dans la loi. Dans ces communes de moins de 1000 habitants, les listes seront réputées complètes si elles comptent jusqu'à 2 candidats de moins que l'effectif prévu du conseil municipal. Voilà, donc ça, c'est l'article L252 du Code électoral qui déroge à la règle prévue à l'article L260. Ce qui conduit au principe suivant, pour les communes de moins de 100 habitants, vous le savez, l'effectif légal du conseil, c'est 7, donc on pourra présenter des candidatures comportant 5 candidats au moins, 9 pour 11 sièges dans les communes comprises entre 100 et 499 habitants, et entre 500 et 999 habitants, 13 candidats au moins pour 15 sièges à pourvoir. Donc là, liste réputée complète si elles répondent à ces seuils minimaux. Et par voie de conséquence, parce que c'est finalement corrélé, un article du code, donc du Code général des collectivités territoriales, L2121-2-1, élargit ce qu'on appelait l'exception d'incomplétude aux communes de plus de 500 habitants, entre 500 et 999 pour être précis. Donc cette exception d'incomplétude prévalait déjà dans le cadre du précédent mandat et donc du scrutin majoritaire plurinominal dans les communes de moins de 100 habitants. Le conseil municipal devait comprendre au moins 5 membres pour 7 sièges théoriques, 9 membres dans les moins de 500, entre 100 et 500 pour 11 sièges théoriques. Eh bien, cette exception a été étendue aux communes qui comptent entre 500 et 999 habitants, avec 13 membres pour un total théorique de 15. Donc ça signifie donc que dans ces communes-là, comme on le voit ici, le conseil municipal sera réputé complet. Là, c'est très important, bien sûr, réputé complet, dès lors qu'il comptera à l'issue du renouvellement général, mais même aussi d'une élection complémentaire, tout au long du mandat, eh bien, au moins 5, 9 et 13 conseillers municipaux respectivement. Au lieu donc de 7, 11 et 15, là aussi respectivement. Au niveau de la présentation des listes, la parité est donc étendue aux communes de moins de 1000 habitants. La liste des candidats sera obligatoirement composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Mais en revanche, l'ordre des candidats ne préjugera pas de l'élection du futur maire, ni de l'ordre des adjoints. Bien sûr, puisque là, c'est toujours le conseil municipal, ça n'a pas évolué, qui se déterminera lors de sa séance d'installation après les élections. Donc il sera tout à fait possible, comme autrefois, que le maire et le premier adjoint soient de même sexe. Il n'y a aucune obligation que le maire et le premier adjoint soient de sexe différent. Et de la même manière, la tête de liste n'est pas obligatoirement le candidat déclaré ou putatif à la fonction de maire. C'est souvent le cas pour des raisons d'affichage politique, de présentation politique, notamment dans les grandes villes,
mais ça n'est pas du tout une obligation juridique. Donc, on rappelle ici, extension donc aux communes de moins de 1000 habitants de l'assouplissement prévu à l'article L260, permettant donc aux listes de candidats de comporter jusqu'à 2 candidats supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir. Donc on a à la fois un assouplissement à la baisse et un assouplissement à la hausse. Autrement dit, dans les communes de moins de 1000 habitants, chaque liste de candidats pourra présenter jusqu'à 2 noms en moins par rapport au nombre de sièges à pourvoir, mais également jusqu'à 2 candidats supplémentaires. Donc c'est -2 et +2 par rapport donc au nombre de sièges à pourvoir. C'est un dispositif qui existait déjà pour ceux d'entre vous qui êtes concernés dans les communes de 1000 habitants et plus, et donc qui a été étendu aux communes de moins de 1000 habitants. Alors ce dispositif, il vise à réduire les risques, il ne les supprime pas, hein, mais il vise à réduire les risques de procéder à des élections complémentaires, puisque on a un petit battement de potentiels remplaçants supplémentaires qui demeure. Et donc on le verra tout à l'heure, on va faire un petit focus hein, sur la question des élections complémentaires. Il y a une petite différence importante d'ailleurs entre les 2 strates de population malgré tout à ce niveau-là. Mais en revanche, sur la présentation des listes, là, il y a une harmonisation. Il est à noter d'ailleurs que s'il y a plusieurs listes candidates, chacune se détermine librement et indépendamment des autres, et donc rien ne fait obligation à ce qu'elles aient toutes le même nombre de candidats. Enfin donc, l'affichage dans chaque bureau de vote des communes de moins de 1000 habitants du nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale et des noms et prénoms des candidats n'est plus obligatoire aujourd'hui. Voilà une autre conséquence matérielle importante. Voilà, on va peut-être, je ne sais pas Catherine s'il y a des premières questions qui nous sont parvenues. Je n'ai pas ouvert la file de Non, conversation pour l'instant. D'accord. Donc non, à n'hésitez ce pas, stade, hein, non. très bien, merci. Merci Catherine. N'hésitez pas, bien sûr, à nous interpeller, à nous interroger si vous le souhaitez. Donc ça, c'est la Alors présentation. Oui, Benjamin, oui, je t'arrête, monsieur et monsieur Zabulon et monsieur Gaudin, je vous invite à poser vos questions dans le chat, s'il vous plaît. Et on y répond dès que vous avez posé vos questions. Merci. très bien, merci. On va pouvoir poursuivre dans un instant. On reviendra hein, sur vos questions, bien sûr, sur donc le scrutin en tant que tel, hein, sur les précisions par rapport à ce scrutin donc, de liste, que l'on va qualifier donc de proportionnel paritaire à la plus forte moyenne avec prime majoritaire. Donc ça, c'est bien sûr le scrutin qui, une fois ces assouplissements mis en exergue pour les communes de moins de 1000 habitants, va s'appliquer désormais donc dans toutes les communes. Donc désormais, l'élection, sera acquise au premier tour, alors par définition si 1 ou 2 listes sont candidates. Mathématiquement, ce sera le cas, même si vous avez 2 listes candidates et qu'il y avait d'aventure une égalité, absolue dans les suffrages exprimés, eh bien c'est, le privilège de l'âge qui en ferait emporter l'une ou l'autre. Et puis bien sûr, l'élection est acquise au premier tour si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. La conséquence de ça, c'est que désormais, on n'a plus de seuil minimal de participation nécessaire. Ça, c'est quelque chose qui prévalait autrefois dans les communes de moins de 1000 habitants. Il fallait, vous en souvenez, qu'un quart des électeurs inscrits aient voté pour que l'élection puisse être acquise au premier tour, le cas échéant, en tout cas pour un certain nombre de conseillers municipaux. Pris individuellement, hein, à l'époque c'est comme ça que l'on faisait le décompte, et bien désormais, bien sûr, ce seuil minimal de participation n'est plus requis dans les communes de moins de 1000 habitants. Et si un second tour est nécessaire, eh bien les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour sont qualifiées. Une liste ayant obtenu au moins 10% de ses suffrages exprimés pourra fusionner avec une ou plusieurs listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés au premier tour et ne participant pas au second, bien sûr. Et puis, le dépôt de candidature obligatoire avant chaque tour de scrutin. Hein. Donc il y aura bien désormais un dépôt de candidature obligatoire, y compris avant le second tour.
Donc au premier tour, attribution à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés d'un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir. Ça, c'est la prime majoritaire, ce qu'on appelle la prime majoritaire, et on arrondit à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de 4 sièges à pourvoir. Donc ça va concerner bien sûr tout le monde au moment du renouvellement général, puisqu'il y a toujours plus de 4 sièges à pourvoir au moment du renouvellement général, même dans les plus petites communes. Mais à l'entier inférieur, lorsqu'il y a moins de 4 sièges à pourvoir, ça c'est quelque chose qui peut advenir au moment des élections complémentaires. Hein, donc il faudra bien faire attention à ça, mais pour le renouvellement général, ce sera bien l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ça n'a pas évolué, on reste toujours sur ce mode de calcul, dont on rappelle qu'il favorise les grosses listes, contrairement au plus fort reste. Donc la plus forte moyenne donne une prévalence, une prééminence aux listes qui ont obtenu les plus grands nombres de suffrages. Et donc, on le rappelle, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5% des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges, donc, y compris donc, au premier tour. Hein. Et au second tour, eh bien, donc, si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue de suffrages exprimés au premier tour, on procède à un deuxième tour, et c'est la liste qui aura obtenu le plus de voix. Donc la majorité pourra être relative, bien sûr, hein, dans le cas d'une triangulaire, d'une quadrangulaire. Donc la liste qui aura obtenu le plus de voix se verra attribuer un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir. Donc même principe, prime majoritaire. Et là aussi, même principe avec un arrondi à l'entier supérieur ou à l'entier inférieur en fonction du nombre de sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrage entre les listes arrivées en tête, les sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, eh bien, les autres sièges seront répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Et là encore, même principe que pour le premier tour, lorsque l'élection est acquise au premier tour, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5% des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Donc ces listes-là ne seront pas représentées au sein de l'organe délibérant. C'est ça la conséquence, hein, bien sûr. Et donc les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Hein. C'est l'ordre de présentation qui donc prévaudra pour l'ordre d'attribution, pour l'attribution des sièges. Et enfin, donc il y a un mécanisme de départage qui a été maintenu, bien sûr. Hein. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, eh bien, il revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Et en cas d'égalité de suffrages, on attribue le siège au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Alors, la particularité nouvelle, bien sûr, et là qui va concerner les communes de moins de 1000 habitants, c'est que une liste peut désormais obtenir donc plus de sièges qu'elle n'a de candidats. Eh bien, le principe, c'est que les sièges qu'elle ne peut pas occuper resteront vacants. Alors là, on a donné un petit exemple d'une commune de 300 habitants, donc 11 sièges à pourvoir, et partons du principe qu'il y aura 2 listes candidates. L'une présente 9 candidats, puisqu'elle peut donc présenter jusqu'à 2 candidats en moins par rapport à l'effectif théorique, et l'autre, par exemple, a présenté 10 candidats. La liste A obtient un total de 10 sièges. Hein, donc 6 à la prime majoritaire, hein, alors donc 11 divisé par 2, on arrondit à l'entier supérieur, et en fonction du nombre de suffrages exprimés, admettons qu'elle obtienne 4 sièges à la proportionnelle et 1 pour la liste qui sera la liste d'opposition. On aura donc un total de 10 sièges pourvus, alors qu'il y en avait 11 à pourvoir, mais le conseil municipal sera donc bien réputé complet ici, et les 10 sièges attribués à la liste A concerneront 9 candidats, donc il y aura un siège que cette liste ne pourra pas occuper et qui deviendra vacant. Donc ça, c'est une particularité nouvelle, bien sûr, qui ne concernera que les communes de moins de 1000 habitants. Voilà, là je vous ai indiqué en référence une réponse ministérielle récente
du 29 mai 2025, qui était publié au JO du Sénat, et donc qui rappelle ce principe-là. Donc, en cas de liste incomplète par rapport à l'effectif légal du Conseil, lorsque la répartition des sièges a pour conséquence d'attribuer un nombre de sièges supérieur au nombre de candidats de la liste, les sièges qui devaient lui être attribués en principe, si la liste était complète, restent vacants. Alors, ce qui est important ici de souligner, c'est que le calcul de la répartition des sièges entre les listes est donc bien fixé en fonction de la base de l'effectif légal du conseil municipal, tel qu'il résulte du barème fixé à l'article L21-21-2 du CGCT, et non pas de l'effectif des listes candidates. C'est bien l'effectif légal du conseil qui demeure la référence mathématique. Voilà. Et puis l'exemple qui est rappelé ici dans la réponse ministérielle est équivalent à celui que l'on venait d'évoquer précédemment. Alors Benjamin, il y a Oui, quelques oui, bien sûr. questions. Mairie de Concresso, si le premier adjoint est un homme et est-ce que le deuxième doit être une femme? Alors là, oui, par contre, il n'y a pas cette obligation paritaire ne vaut pas entre le maire et le premier adjoint potentiel, mais en revanche, entre le premier adjoint et le deuxième adjoint, oui, puisque alors on n'a pas abordé encore ce sujet-là, on y viendra tout à l'heure, là on parlera, c'est la question de la liste de l'élection des adjoints, c'est encore un peu différent, on y viendra tout à l'heure, mais en effet, les listes de candidats à la fonction d'adjoint devront être paritaires. Donc en effet, au moment du renouvellement de la première élection, de l'installation du conseil, le premier adjoint et le deuxième adjoint seront nécessairement de sexe différent. Alors une autre question. Euh, Madame Carole D, je ne comprends pas. Nom et prénom obligatoires? Alors, alors là pour l'instant, là aussi, on a activé un certain nombre de contacts au sein de préfecture. Pour l'instant, on n'a pas encore de précision sur le modèle CERFA à utiliser pour le dépôt de candidature. Mais il est fort probable qu'on utilisera le modèle existant qui s'appliquait déjà pour les communes de plus de 1000 habitants. Donc il est fort probable que ce modèle CERFA soit appliqué aux communes de moins de 1000. Il n'y a pas vraiment de raison d'ailleurs d'en utiliser un nouveau. Alors, à moins que le ministère de l'Intérieur décide dans les semaines qui viennent de créer un nouveau CERFA, c'est également une possibilité. Et je regardais dans le modèle, le nom et le prénom sont en effet requis, sont en effet obligatoires. Alors, autre question, si une commune a plusieurs adjoints, peuvent-ils être du même sexe? On va l'aborder tout à l'heure, mais Voilà, on va l'aborder tout à l'heure. Il y aura donc à la fois une présentation paritaire des listes de candidats, mais également alternative. Donc c'est la parité et l'alternance. Donc premier, deuxième, troisième, quatrième, c'est à chaque fois la parité et l'alternance qui devra prévaloir. alors une autre question de Madame André. Je pense que ça c'est en lien avec une slide précédente. Oui. Je ne comprends pas si une ou deux listes sont candidates. Alors, si une ou deux listes sont candidates, mathématiquement, l'élection sera nécessairement acquise au premier tour. S'il y a une liste, tout le monde l'aura bien compris, une liste aura nécessairement 100 des suffrages exprimés, même si on a un très faible taux de participation, puisqu'on n'a plus aujourd'hui ce double mécanisme, ce double seuil qui nécessitait qu'on ait un quart des électeurs inscrits qui soient votants. Ça n'existera plus désormais. Donc une seule liste candidate aura nécessairement 100 des suffrages exprimés. Et si on a deux listes candidates, eh bien, il y en aura bien obligatoirement une des deux qui aura la majorité absolue au premier tour. Et comme on le disait, s'il y a une égalité parfaite en nombre de suffrages, c'est la liste dont la moyenne d'âge aura été la plus élevée qui l'emportera. Donc c'est pour ça que quand vous avez une ou deux listes candidates au municipal, l'élection est forcément acquise au premier tour. Et une dernière question pour le moment. La liste majoritaire aura la moitié des sièges, prime majoritaire, seulement, ou elle aura la moitié plus des sièges en fonction de la répartition à la proportionnelle? Voilà, donc c'est bien ça le principe. Il y a la moitié arrondie à l'entier supérieur qui sera attribuée d'office, c'est ce qu'on appelle la prime majoritaire, et les sièges restants, là aussi on va le voir tout à l'heure, on a des petits exemples de calcul, les sièges restants seront attribués entre toutes les listes, y compris la liste majoritaire, bien sûr,
à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Merci Voilà. Benjamin. Pour le moment, c'est tout pour les questions. Très bien, merci beaucoup. Alors, oui, donc ce principe-là d'appris majoritaire, bien sûr, c'est un correctif de la proportionnelle, hein. Dans les municipales, on n'est pas sur une proportionnelle intégrale. C'est une proportionnelle, mais qui donne un avantage majoritaire à la liste arrivée en tête. Donc c'est un régime hybride en fait, hein, il y a des débats aujourd'hui sur la modification du mode de scrutin, à l'Assemblée nationale et parmi les hypothèses de changement de mode de scrutin, on a celle-ci, hein. Ce serait, d'instituer, à la fois une dose de proportionnelle, mais avec éventuellement des correctifs de prime majoritaire. Vous voyez? C'est un petit peu le même principe. Eh bien, dans les municipales, dans les élections municipales, c'est ce régime-là qui a été, qui existe depuis longtemps maintenant dans les communes de plus de 1 000 habitants, bien sûr, qui combine les avantages, si je puis dire, ou les caractéristiques des 2 systèmes, des 2 régimes. À la fois, ça permet de constituer une majorité réelle et effective au sein d'un conseil municipal, tout du moins en début de mandat, mais également de permettre le pluralisme des opinions, en tout cas pour toutes les listes qui font plus de 5% des suffrages exprimés. Alors, en ce qui concerne l'élection des conseillers communautaires, là, on n'a pas besoin d'en dire grand-chose, puisqu'il n'y a pas de changement profond, hein, sur l'élection. Alors, si ce n'est quand même que dans les communes de moins de 1 000 habitants, la question s'est quand même posée, hein, de savoir si on allait étendre le fléchage à ces communes-là. La réponse est non. C'est-à-dire que pour les communes de moins de 1 000 habitants, malgré le fait qu'on ait instauré un scrutin proportionnel de liste, la désignation des conseillers communautaires se fera toujours en fonction de l'ordre du tableau du conseil municipal. Donc une commune de moins de 1 000 habitants qui a 2 sièges, par exemple, au sein du conseil communautaire, eh bien, sera représentée par le maire et le premier adjoint, d'office, hein, puisque c'est l'ordre du tableau qui s'imposera. Et en revanche, pour les communes de 1 000 habitants et plus, là, c'est le système de fléchage qui est maintenant vous le savez, dans les communes de 1 000 habitants et plus, on a un bulletin qui est présenté de 2 manières. Vous avez à gauche la liste des candidats au conseil municipal et à droite la liste des candidats au conseil communautaire. Et ces sièges de conseil communautaire sont répartis entre les listes par application au suffrage exprimé des règles prévues à l'article L262. Donc on raisonne exactement de la même manière, sauf qu'il y aura bien sûr moins de sièges à pourvoir que au sein du conseil municipal, mais le mode de scrutin et le mode de calcul sera exactement le même. Donc pas de changement pour ces communes-là. Et là, je vous ai rappelé, bien sûr, cet article important, hein, l'article L273-9 du Code électoral, qui n'est pas modifié, avec ce petit jeu de curseur qui n'est pas évident, hein, bien sûr, puisqu'il faut combiner un certain nombre de critères, hein, de 1 jusqu'à 5, pour la présentation des candidatures au conseil communautaire, puis ensuite l'élection. Mais là, encore une fois, hein, pas de modification de ce mode de scrutin à ce niveau-là. Donc liste des candidats au siège de conseil communautaire, hein, on le rappelle, hein, qui figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. Donc cette règle-là, hein, j'insiste bien, ne concerne toujours que les communes de 1 000 habitants et plus. Pour les communes de moins de 1 000 habitants, on aura bien un bulletin qui ne comportera qu'une liste de candidats, la liste des candidats au conseil municipal. Pour le conseil communautaire, ce sera une fois l'ordre du tableau du conseil municipal constitué, donc en tout début de mandat, lors de la séance d'installation, que l'on saura qui, d'office, représentera la commune au conseil communautaire. Ce qui n'empêchera pas par ailleurs, pourquoi pas, de démissionner, ça ce sera toujours possible, du seul mandat de conseiller municipal, du seul mandat de conseiller communautaire. Il y a un certain nombre de maires qui font ça, qui démissionnent du mandat de conseiller communautaire tout en restant maire. Donc ça, ce sera encore possible pour les communes de moins de 1 000 habitants. Et là, donc, on vous a donné quelques exemples de modes de calcul. Alors, bien sûr, pour le calcul
des résultats électoraux, ce sont les préfectures qui sont mobilisées, bien sûr, pour valider le calcul, les résultats et les authentifier. Mais on peut supposer que beaucoup d'entre vous souhaiteront, à l'issue du dépouillement, opérer déjà le calcul, bien sûr. Donc ça, voici donc ce calcul. Donc prime majoritaire, c'est l'étape 1, comme on l'a dit, donc moitié d'office des sièges attribués à la liste qui a le plus grand nombre de voix, avec donc l'arrondi qu'il ne faut pas oublier, puisque on le sait, les effectifs légaux des conseils municipaux sont toujours des nombres impairs. Et en cas d'égalité de voix, donc la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée obtient la moitié des sièges. Étape numéro 2, la fameuse répartition à la proportionnelle. Alors elle se calcule en 3 phases successives. Il faut d'abord calculer le quotient électoral. Alors le quotient électoral, c'est le total des suffrages exprimés en faveur des listes admises à la répartition des sièges. Donc là, il faut bien faire attention, ça ne sera pas nécessairement, en tout cas, ça ne sera pas dans toutes les communes le total des suffrages exprimés, puisque si vous avez une ou plusieurs listes qui ont moins de 5% des suffrages exprimés, elles seront donc non admises à la répartition des sièges. Il ne faudra donc pas inclure dans le total, pour le calcul du QE, les suffrages exprimés qui se seront portés en faveur de ces listes-là, donc à moins de 5%. Et on divise ce total par le nombre de sièges restant à répartir, arrondi à l'entier supérieur, restant à répartir. Donc pour, par exemple, un conseil municipal de 15 sièges, 8 sièges seront attribués à la prime majoritaire et la répartition se fera sur les 7 sièges suivants. Voilà le principe. Ensuite, on calcule le nombre de sièges par liste, donc suffrages obtenus par chacune des listes divisé par le quotient électoral. Là, on arrondit à l'entier inférieur. Et s'il reste des sièges à pourvoir, ce ne sera pas le cas partout, mais souvent, il restera des sièges à pourvoir, et bien ils seront répartis à la plus forte moyenne. C'est ça qui donne un avantage aux listes qui ont eu le plus de suffrages. Et là, on divisera les suffrages obtenus par la liste en question par le nombre de sièges obtenus, plus un siège supplémentaire fictif. On va le voir dans des exemples. Et là, c'est important, le Conseil d'État, en 2015, s'était prononcé, avait invalidé d'ailleurs un jugement du tribunal administratif de Bordeaux, on a le souvenir de ça, qui avait mal interprété, c'est vraiment une interprétation du texte, puisque le code électoral ne va pas aussi loin dans le niveau de précision, donc c'est vraiment le juge qui nous a éclairé, et donc il faudra bien diviser par le nombre de sièges obtenus uniquement lors de la répartition à la proportionnelle. Il ne faudra pas ajouter les sièges obtenus à la prime majoritaire pour la liste arrivée en tête. Donc ça nous donne les exemples suivants. Là, on a pris un exemple fictif d'une commune de 1450 habitants avec 4 listes en présence, donc 15 sièges à pourvoir au conseil municipal et 3 au conseil communautaire. Voilà un exemple. 625 suffrages exprimés au premier tour, répartis de la manière suivante, vous voyez, de 356 jusqu'à 17 voix. La liste A obtient la majorité absolue des suffrages au premier tour. Donc, l'élection est acquise au premier tour. Il n'y a pas lieu là d'organiser un deuxième tour. La liste D a obtenu moins de 5% des suffrages exprimés. Elle n'est donc pas admise à la répartition des sièges. Les candidats à la liste D ne seront pas représentés au conseil municipal. La liste A obtient donc 8 sièges au titre de la prime majoritaire. 15 divisé par 2, 7,5, on arrondit à l'entier supérieur, donc ça fait 8. Et les sièges restants sont répartis donc entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5%. Donc on déduit de 625 les 17 voix obtenues par la liste D. Ça nous fait donc 608. Le calcul du quotient électoral, donc 608 divisé par 7, 7 donc le nombre de sièges restants à pourvoir, et on arrondit à l'entier supérieur. Alors on pourrait même garder 86,85, mais le ministère de l'Intérieur recommande d'arrondir à l'entier supérieur pour bien englober la totalité des sièges, pour pas qu'il y ait un dépassement dans le calcul. Donc ça nous donne les calculs suivants. Donc là, on arrondit en revanche toujours à l'entier inférieur. Quand on a 4,09, c'est 4 sièges acquis entièrement. Un siège doit être acquis de manière entière, du point de vue mathématique, et ce qui nous donne donc 4 sièges pour la liste A, 2 pour la liste B, et aucun pour la liste C. On a donc 14 sièges pourvus
sur les 15, il en reste 1 à pourvoir à la plus forte moyenne, et bien le calcul se fait de la manière suivante. On divise donc le nombre de suffrages exprimés par la liste, divisé par le nombre de sièges déjà obtenus, auquel on ajoute 1. Donc 4 plus 1, puisque la liste A a obtenu déjà 4 sièges précédemment, 2 plus 1 et 0 plus 1. Et c'est donc la liste A qui a la plus forte moyenne et qui obtient donc le 15e et dernier siège. Donc vous voyez un exemple très clair d'un avantage concurrentiel apporté par la plus forte moyenne à la liste la plus pourvoyeuse de voix. Si, encore une fois, si c'était le plus fort reste, hein, vous connaissez ce mode de scrutin, par exemple, pour l'élection des membres de la CAO, c'est le plus fort reste, ou des membres du conseil d'administration du CCAS, c'est le contraire. Ce sont les listes d'opposition qui sont favorisées par le calcul. Donc là, on a un résultat total de 13, 2 et 0. Même principe, vous voyez ici, hein, pour le conseil communautaire. Donc là, c'est sur un nombre de sièges moins important, 3 sièges. Et là, vous voyez, l'exemple est pédagogique puisqu'on arrondit à l'entier inférieur ici, puisqu'il y a moins de 4 sièges à pourvoir, hein, pour le conseil communautaire. Donc il faut bien faire attention à ça. Et ça nous donne un total de 2 sièges pour la liste A, 1 pour la liste B. Un autre exemple fictif, commune de 4400 habitants, avec 4 listes candidates. Et là, on n'a aucune liste, hein, qui n'a recueilli la majorité absolue. Il est donc organisé un second tour. La liste W a obtenu moins de 10% des suffrages exprimés, donc elle ne peut pas prétendre prendre part au second tour, mais une fusion a été opérée avec des candidats de la liste Y, car la liste W a obtenu plus de 5% des voix. Et donc on organise une triangulaire, vous voyez, entre X, Y et Z. Voilà, et après, je n'entre pas dans les détails, le mode de calcul est le même que précédemment. On a donc un résultat final, vous voyez, de 20, 5 et 2, respectivement. Et même chose pour ce qui concerne l'élection au conseil communautaire. J'insiste là-dessus, on le voit ici, hein, attribution du 5e et 6e siège. Lorsque, à l'issue de la répartition à la proportionnelle, vous avez plusieurs sièges encore à pourvoir, pas un seul, la plus forte moyenne se fait toujours siège par siège, et non pas deux par deux, par exemple, hein. Donc on attribue bien au 5e, puis le 6e siège. Donc à chaque fois successivement. Sinon, le calcul, bien sûr, est faussé. Donc là encore, on voit bien le résultat, la conséquence de la prime majoritaire, hein, la liste arrivée en tête. Alors c'est d'autant plus parlant lorsque vous avez un vote serré, hein, on le verra d'ailleurs lors de ces élections, hein, notamment dans des grandes villes, lorsque vous avez un vote serré au deuxième tour, dans le cas de triangulaire ou de quadrangulaire, eh bien, il n'y avait pas de proportionnalité, bien sûr, hein. C'est-à-dire qu'il peut advenir qu'une liste arrive en tête de très peu et se voit attribuer ensuite une grande majorité des sièges au conseil municipal. C'est la conséquence de la prime majoritaire. Voilà, pour ce mode de scrutin. Je te laisse peut-être la main, Catherine, si nous avons reçu des questions. Oui. Quelles sont là les fonctions du ou des conseillers communautaires supplémentaires par rapport à celui prévu par la loi ou selon un accord local? Alors là, ça n'a pas évolué, hein, pour les communes de 1000 habitants et plus. On a en effet un nom supplémentaire, hein, qui doit apparaître sur le bulletin. On peut revenir d'ailleurs sur l'article du code électoral. C'est voilà, l'article L273-9. Je pense qu'il l'indique. Voilà, c'est le premièrement, hein. La liste des candidats au siège de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à 5, et de 2 dans le cas inverse. Ça a un intérêt, j'allais dire, si je peux me permettre, assez limité. C'est simplement pour pourvoir à des vacances de poste potentielles. Et donc avant d'aller rechercher, d'aller puiser en cas de vacances de siège dans la liste des conseillers municipaux, ce qui sera peut-être nécessaire s'il y a beaucoup de démissions par exemple, eh bien on va aller d'abord chercher, le remplacement se fera au profit de ce candidat supplémentaire. C'est ça en fait l'intérêt.
Alors, il Et y a une... on Ah, rappelle pardon. également, oui, pardon, excuse-moi, on rappelle également, ça n'a pas non plus évolué, que pour les communes qui n'ont qu'un seul siège au conseil communautaire, il y a un poste de suppléant, hein, qui est également institué par la loi. Ça n'a pas évolué non plus. Alors, une autre question. Si une seule liste présente, alors l'élection est acquise dès le premier tour, même si une seule personne vient voter en mettant le bulletin de la liste dans l'enveloppe. Oui, c'est ça, c'est exact. C'est exact. Un seul suffrage, c'est 100% des suffrages exprimés. Donc on est sur un cas d'école, bien sûr, purement théorique, mais c'est tout à fait le cas. Pour que l'élection ne soit pas acquise, il faudrait qu'il n'y ait absolument aucun vote, aucun suffrage exprimé. Et à ce moment-là, eh ben, on constituerait une délégation spéciale, hein, vous le savez, hein, c'est la préfecture qui met en place une délégation spéciale. Bon, ça c'est un cas de figure qui n'arrive pas. En revanche, il y a souvent des difficultés à composer, hein, le conseil municipal dans les petites communes. Donc là, le risque sera peut-être un peu moindre, probablement d'ailleurs moindre qu'avant, mais ça arrivera dans certaines communes où des délégations spéciales seront mises en place. Majorité absolue égale la moitié des suffrages. Alors la majorité absolue, traditionnellement, hein, le Conseil d'État nous renseigne depuis longtemps à ce sujet-là, la majorité absolue, c'est la moitié des voix plus une. Voilà, hein, c'est ça la majorité absolue. Alors là, encore une fois, c'est, une notion, qui, oui, qui peut avoir un intérêt en effet lorsque vous êtes, au premier tour, tout proche justement de la moitié des suffrages exprimés. Donc la majorité absolue, ce sera bien la moitié des suffrages plus un, plus une voix. C'est ça le principe. Qu'en est-il de l'arrondi lorsqu'il y a juste 4 sièges à pourvoir? Arrondi supérieur ou inférieur? Alors, quand il n'y a que 4 sièges à pourvoir, comme le nombre est pair, on n'a pas besoin d'arrondir, tout simplement. Donc, c'est bien 2 dans ce cas-là, hein. 4 sièges, ça fait 2. La prime majoritaire, c'est 2. C'est pour ça que le texte ne précisait pas, enfin ne prévoit pas d'arrondi en la matière. L'arrondi ne vaut que lorsque le nombre de sièges à pourvoir est impair, en fait. Alors, je ne suis pas sûre que tu aies la réponse à cette question. Les préfectures enverront-elles des calculettes Excel? Alors effectivement, je ne sais pas du tout. Ça, je ne sais pas du tout. Vous pouvez bien sûr prendre attache avec vos services préfectoraux. Peut-être que certaines d'entre elles, mais je n'ai pas aucune information à ce sujet, vous mettront à disposition ce type de logiciel. Ça, c'est possible, oui. Pour l'attribution du 6e siège, je ne comprends pas. 1092 divisé par 1, 546, le calcul ne me semble pas correct. Alors, dans l'attribution du sixième siège, vous voyez alors je reste sur la page en question, je pense que c'est de cela dont on parle. Oui. La liste X s'est vue attribuer le cinquième siège. Mais comme on lui a attribué le cinquième siège, pour l'attribution du sixième, on a ajouté un siège. Donc on divise plus par 1, mais on divise par 1 plus 1, c'est-à-dire par 2. Donc ça fait bien 546. Les résultats avec plusieurs listes seront à publier le soir des élections ou par les préfectures? Alors c'est par les préfectures, hein, vous le savez, après le dépouillement, eh bien, il y a, l'envoi des résultats au bureau centralisateur, hein, pour les communes qui ont un bureau centralisateur, qui lui-même fait ensuite l'envoi, en préfecture. Donc la publication des résultats, se fera par, validation des préfectures. Alors, bien sûr, les bureaux de vote, ça c'est la pratique, hein, les bureaux de vote, à l'issue du dépouillement, en général, affichent les résultats provisoires, c'est-à-dire tels qu'ils ont été, tels qu'ils sont issus du dépouillement. Hein, ça on le sait, hein, à la porte on l'a pratiqué, hein, probablement, à la porte du bureau de vote, on a ces résultats, mais l'authentification et la validation se fera toujours, comme habituellement, en préfecture. Alors, si le maire et le premier adjoint démissionnent de conseiller communautaire, comment se passe le remplacement? Et pour les communes de plus de 1000 habitants également? Alors là, les modes de remplacement sont très différents, hein, en fonction des 2 strates. Alors pour les communes de plus de 1000 habitants, là, je reviens sur ce fameux article parce qu'il n'est pas forcément simple, hein. Le fameux article L273-9, c'est même l'article suivant, c'est le L273-10 d'ailleurs, hein, qui nous, précise ce mode de remplacement. En fait, pour faire simple, le remplacement se fait par le candidat de même sexe
le premier candidat suivant de même sexe qui apparaît sur la liste des candidats au conseil communautaire, et si cette liste est épuisée, on vient rechercher dans la liste des candidats au conseil municipal parmi ceux qui ne sont pas déjà élus ou qui n'ont pas déjà été élus au conseil communautaire. C'est comme ça que le remplacement se fait. Donc article L273-10 du code électoral. Ça, c'est pour les communes de plus de 1000 habitants. Pour les communes de moins de 1000 habitants, le principe, ça sera donc l'ordre du tableau. Autrement dit, si le maire et le premier adjoint, par exemple, pour une commune qui a 2 sièges, démissionnent uniquement du mandat de conseiller communautaire, hein, on est bien dans cette hypothèse-là. Si on démissionne du mandat de conseiller municipal, forcément, il y a déchéance automatique du mandat de conseiller communautaire. Mais si on démissionne uniquement du mandat de conseiller communautaire, et bien à ce moment-là, ce sont les élus suivants dans l'ordre du tableau qui représenteront la commune. Donc là, dans l'exemple en question, 2e et 3e adjoint. Les 2 candidats supplémentaires doivent-ils figurer sur le bulletin? Alors oui, bien sûr. Ah oui, ça c'est absolument indispensable. Les 2 candidats supplémentaires doivent absolument figurer sur le bulletin. Et en fait, c'est pas une question, mais merci Madame Duhaut. Lors d'un webinaire organisé par l'AMF en juillet sur le même thème, le ministère de l'Intérieur et les DGCL ont indiqué qu'une calculette Excel sera bien établie et diffusée via les préfectures. Bon, bah ça c'est très bien. Merci pour cette information Merci beaucoup. et ça facilitera les choses. Voilà, Benjamin, je t'invite à continuer. Merci bien. Alors, donc, on l'évoquait d'ailleurs, on l'a évoqué déjà, partiellement, l'élection des adjoints, on peut déjà l'anticiper. Alors c'est pas les élections municipales, mais c'était important dans le cadre de ce webinaire de l'évoquer parce qu'il y a aussi une modification, importante qui concerne les communes de moins de 1000 habitants en la matière, hein. Donc on voit bien qu'il y a vraiment eu la volonté d'harmoniser au maximum. Donc désormais et donc pour la première fois, dans les communes de moins de 1000 habitants, les adjoints ne seront plus élus de manière uninominale, mais bien selon les mêmes règles que les autres communes, c'est-à-dire au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Ce qui conduit à l'abrogation de l'article précédent qui s'appliquait à ces communes. Donc la liste sera composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Donc c'est pas simplement la parité, c'est la parité et l'alternance, hein. C'est vraiment, voilà, vous avez un candidat au poste de premier adjoint qui est une femme, le candidat au poste de deuxième adjoint sera nécessairement un homme, et ainsi de suite. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il sera procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection aura lieu à la majorité relative. Donc là, c'est même principe, c'est la liste qui aura le plus de voix, quel que soit le nombre, qui sera élue, qui verra tous ses candidats élus. Et en cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Donc là, attention, hein, c'est un scrutin de liste, mais majoritaire, pas proportionnel. Majoritaire, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule liste vainqueur. Il n'y a pas de proportionnalité ici, hein. Et en cas d'élection d'un seul adjoint, eh bien, celui-ci sera élu selon les règles prévues à l'article L21-22-7, donc le même principe que pour l'élection du maire. Alors, j'ai ajouté ça en bon à savoir. On a un certain nombre. Alors c'est vrai que le texte de loi ne le précise pas de manière explicite, on va dire, mais on a beaucoup de préfectures qui ont communiqué en ce sens, enfin un certain nombre de préfectures. Je n'ai pas lu, pour le moment de positions divergentes, mais il faut quand même rester un petit peu prudent, mais a priori, donc en cas de conseil municipal réputé complet, c'est-à-dire un conseil municipal dont le nombre d'élus sera inférieur à l'effectif légal, la détermination du plafond du nombre d'adjoints, vous savez que c'est 30 de l'effectif du conseil, sera calculée sur le fondement de l'effectif réel et non pas selon l'effectif légal. Ce qui, en effet, est quand même plus logique, parce que ça permet quand même de maintenir, j'allais dire, cette règle des 30% à la réalité des choses, hein, de l'appliquer à la réalité des choses. Donc normalement, ce sera ça. Et pour les autres conseils municipaux, ceux qui sont réellement complets, par exemple 13 sièges pourvus sur 13, eh bien à ce moment-là, il faudra bien se fonder sur l'effectif légal, comme d'habitude, donc 30% de l'effectif légal du conseil. Et pour les réputés complets, les 30% devront être calculés sur le fondement de l'effectif réel. Donc si vous avez par exemple
11 conseillers élus pour 13 sièges, eh bien les 30% de l'effectif seront calculés sur 11 et non pas sur 13. C'est ça que ça signifie en fait. Alors, quand il y aura lieu, en cas de vacance de poste, de désigner un dans les communes de 1000 habitants et plus, ou plusieurs adjoints dans toutes les communes, eh bien ceux-ci seront choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Ça signifie donc, et ça c'est un assouplissement, hein, le titre de la diapositive, c'est un mode de scrutin unique et une adaptation. L'adaptation, c'est ça. C'est-à-dire que dans les communes de moins de 1000 habitants, lorsqu'il y aura vacance d'un seul siège d'adjoint, eh bien le nouvel adjoint sera désigné parmi les conseillers, mais sans tenir compte du sexe des conseillers. Il n'y aura pas de parité qui s'appliquera en cas d'élection d'un seul adjoint. Donc ça, c'est dérogatoire par rapport aux règles applicables aux communes de plus de 1000 habitants. Les communes de plus de 1000 habitants doivent nécessairement élire un adjoint de même sexe que celui qui occupait le poste à pourvoir. Ça ne sera pas une obligation pour les communes de moins de 1000 habitants. Donc vous voyez, c'est ça qui n'est pas forcément simple à appréhender. C'est qu'il y a à la fois une grande harmonisation des modes de scrutin, parce que là on parle des municipales, mais aussi de ce mode de scrutin-là, mais il y a à chaque fois des assouplissements et des adaptations pour tenir compte des difficultés, là encore, de constituer des candidatures dans un certain nombre de communes moins peuplées, et notamment les difficultés, il faut dire, le constat est celui-ci pour l'instant, les difficultés à ce qu'il y ait autant de femmes, ou au moins autant de femmes candidates que d'hommes. Voilà pour cette future élection des adjoints. Autres élections qui pourront advenir pendant la durée du mandat, ce sont les élections partielles. Alors là aussi, c'est le même principe, hein, on en dit un mot parce qu'il y a eu des modifications législatives importantes en la matière. Donc, il sera fait obligation d'organiser des élections partielles. Elles seront complémentaires, dans tous les cas, dans deux situations. Donc, soit lorsque le conseil municipal. Alors, ça, dans les communes, pardon, j'ai oublié de préciser, c'est indiqué en rouge, bien sûr, dans les communes de moins de 1000 habitants. Dans les communes de moins de 1000 habitants. Donc, obligation d'organiser des élections partielles dans deux hypothèses. Lorsque le conseil municipal sera incomplet, mais qu'il sera nécessaire d'élire un nouveau maire et ses adjoints, ou l'hypothèse selon laquelle le conseil aura perdu au moins le tiers de son effectif, ou s'il devait avoir moins de 5 membres restants, ou au moins la moitié l'année précédant le renouvellement général, ou ayant moins de 4 membres l'année précédant le renouvellement général. Dans ces deux hypothèses, donc, on procédera à des élections complémentaires partielles. Donc, ça signifie qu'on maintient dans les communes de moins de 1000 habitants le principe des élections partielles complémentaires, donc ce qui évite d'organiser des élections partielles intégrales. Donc on maintient ce principe-là que vous connaissiez jusqu'à présent, mais en revanche, on étend à vos communes la procédure qui était à présent applicable seulement dans les communes comptant 1000 habitants et plus. Donc c'est un régime un peu hybride, en fait, ici. Donc lorsqu'il sera procédé aux élections complémentaires, les conseillers municipaux seront élus au scrutin de liste à 2 tours, avec des pots de liste comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil, et au plus 2 candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Et là aussi, même principe, on étend aux élections complémentaires les principes applicables au renouvellement général. Les listes seront réputées complètes si elles comptent jusqu'à 2 candidats de moins qu'il y a de sièges à pourvoir pour compléter le conseil. Donc les mêmes principes que pour l'élection municipale principale. Alors là, les suivants de liste seront investis du mandat dans l'ordre de présentation de la liste. Ils ne sont donc pas nécessairement du même sexe que le candidat qui en remplace. Ça, c'est quelque chose qui existait déjà jusqu'à présent pour les communes de 1000 habitants et plus, c'est-à-dire que la parité s'imposait, c'est pour ça que c'est vraiment pas simple, il y a des fois des différences difficiles à expliquer, la parité s'imposait pour le remplacement au conseil communautaire, mais pas au conseil municipal. Bah, ça sera la même logique ici qui est poursuivie, et le mandat du suivant de liste débute dès la vacance du siège. Donc là, il y a une forme
d'automaticité juridique, c'est-à-dire que dès que la démission ou le décès malheureusement hein, est constaté, donc dès que la vacance du siège est constatée pour quelque raison que ce soit, à l'instant même, le suivant de liste est investi du mandat. Il n'y a pas de temps de latence entre les deux juridiquement parlant. Ça signifie donc qu'il doit être convoqué à toutes les séances ultérieures du Conseil. Et par principe, il occupera le dernier rang du tableau de l'ensemble des conseillers municipaux, puisque la date d'élection est le premier critère d'ordre de priorité dans l'ordre du tableau. Alors, ce qui est important aussi à avoir à l'esprit, c'est que les suivants de liste ne peuvent remplacer que les sièges vacants issus de leur propre liste. On raisonne liste par liste. Vous savez, c'est ce qui différencie par exemple du remplacement au sein du conseil d'administration du CCAS, qui est un petit peu plus souple, parce qu'on peut aller en deuxième intention vers les listes concurrentes. Donc il n'y a aucune modification en ce qui concerne les communes de 1000 habitants et plus sur les élections complémentaires. Même régime que précédemment. Et donc, les principes sont donc désormais les mêmes que pour les communes de moins de 1000 habitants, en dehors du fait que dans les communes de 1000 habitants et plus, on procédera toujours à un renouvellement intégral de l'organe délibérant, comme jusqu'alors, et non pas à des élections complémentaires. La grande différence ici entre les deux strates, c'est celle-ci. Élection partielle par scrutin de liste, par les suivants de liste dans les deux cas, mais on est sur des élections complémentaires dans les communes de moins de 1000 habitants et sur un renouvellement intégral dans les communes de 1000 habitants et plus. Voilà, et là, donc, vous avez en fin de diapositive les éléments de l'article L270 du Code électoral qui n'ont pas bougé. Voilà, on peut s'arrêter bien sûr quelques instants si vous avez des interrogations à ce sujet. Il y a une question de Madame Pratt. Peut-on remplacer un suppléant démissionnaire au conseil communautaire? Alors, non, parce qu'en fait, un suppléant n'est investi que d'un mandat virtuel, si je puis dire. Hein. Donc, en fait, on ne considère comme démissionnaire que des titulaires. Un suppléant n'a pas, en fait, ne peut pas démissionner de son mandat de conseiller communautaire. Il ne pourra le faire que lorsqu'il sera éventuellement un jour investi d'un mandat de titulaire. Voilà, c'est ça le principe. C'est pour ça que dans le code électoral, en fait, on ne fait pas référence à la notion de démission de suppléant, puisque en fait, ça n'existe pas juridiquement. Pensez-vous qu'il sera possible de déposer une liste incomplète pour l'élection des adjoints? La circulaire de 2020 le permettait pour les communes de 1000 habitants et plus. Oui, probablement. C'est vrai qu'on n'a pas de précision à ce niveau-là, mais comme elle le permettait pour les communes de 1000 habitants et plus, dans la logique même, dans l'esprit même de cette réforme, on a du mal à imaginer que ça ne serait pas étendu, d'abord maintenu pour ces communes-là, très probablement, et encore plus probablement étendu aux communes de moins de 1000 habitants. En plus, ce Alors, qui n'est pas évident, oui, je suis pardon, désolé, Catherine, pardon. Ce qui n'est vas-y, pas vas-y. évident, en plus, hein, vous le savez, hein, vous êtes souvent confronté à ça, c'est que pour l'élection des adjoints, alors, dans un certain nombre de communes, bien sûr, les candidatures s'établissent en amont, avant même les municipales. Il y a des gens qui se manifestent d'une certaine façon, mais parfois, vous avez des candidatures spontanées qui sont déposées en séance une fois que le maire est élu. Hein, et donc, ça peut arriver, hein, bien sûr, et ces candidatures sont parfaitement recevables. Il n'y a pas de délai hein, de candidature. On peut les déposer au moment même de l'élection du maire ou après l'élection du maire. Et là, dans un certain cas, vous pouvez avoir moins de candidats, en effet, que de sièges d'adjoints à pourvoir. Donc, c'est un cas de figure qui est assez courant. La date d'élection d'un conseil municipal qui est appelé à siéger est celle de l'installation ou démission du conseil municipal alors que la liste a été élue lors du renouvellement intégral. Alors, est-ce que tu peux me relire, Catherine, s'il te plaît? Oui. La date d'élection d'un conseil municipal qui est appelé à siéger est celle de l'installation, entre parenthèses ou démission du conseil municipal, alors que la liste a été élue lors du renouvellement intégral.
Oui, alors là, vous évoquez, monsieur ou madame, l'hypothèse du remplacement, hein, d'un conseiller municipal. Donc là, c'est dès la démission, hein. Si vous avez un conseiller en cours de mandat, si vous avez un conseiller municipal qui démissionne, y compris, imaginons, alors on va prendre un exemple très simple. Séance d'installation du conseil municipal, vous avez un conseiller municipal qui démissionne dès cette séance. À ce moment-là, eh bien, c'est le suivant de liste, qui sera immédiatement, même si cette personne-là n'aura pas été convoquée à cette séance d'installation, puisque par définition elle n'était pas encore investie du mandat, eh bien c'est cette personne-là qui sera, à l'instant même où la démission aura été reçue par le maire, en l'occurrence, investie du mandat de conseiller municipal. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. En tout cas, c'est ça le principe. Il n'y a jamais de rupture dans la représentation d'une liste, en fait, sauf si, bien sûr, cette liste venait à être épuisée. Hein, c'est ça l'intérêt des 2 candidats supplémentaires potentiels. C'est pas une obligation, mais de la possibilité d'ajouter 2 candidats supplémentaires, c'est que ça donne un petit peu de marge supplémentaire en cas notamment de démission. Si on ne peut plus, si la liste est épuisée, à ce moment-là, eh bien, les postes correspondants demeurent vacants. C'est ça le principe. Merci Benjamin. C'est pour les questions pour le moment, c'est tout. Merci bien. Alors Alors donc, oui. non, j'ai juste, Oui. si je comprends bien, madame Carole D, en cours de mandat, un conseiller municipal démissionne dans l'ordre du tableau? Alors, dans l'ordre du un conseiller municipal démissionne dans l'ordre du tableau. Alors, de toute façon, encore une fois, il faut bien faire la distinction entre, l'ordre du tableau et la présentation sur la liste de candidats au municipal, hein. Ce sont 2 choses différentes. Pour, décider du remplacement, ce n'est pas l'ordre du tableau, hein, qui s'impose, c'est la présentation sur la liste des candidats. C'est ça qui importe. L'ordre du tableau, j'allais dire, c'est la conséquence, si je puis dire, hein. Donc, vous avez un conseiller municipal qui démissionne en cours de mandat, donc désormais dans toutes les communes, hein, puisqu'il y a une harmonisation, on l'a dit, eh bien, c'est le premier candidat non élu qui figurait sur la liste des candidats au conseil municipal, on ne parle pas ici de l'ordre du tableau, hein, la liste des candidats au conseil municipal, qui remplace le démissionnaire, immédiatement. C'est ça le principe. Et au niveau de l'ordre du tableau, qui vous est ensuite adressé en préfecture, vous le savez, eh bien, ce candidat nouvellement élu, puisqu'il est le plus récemment élu, figurera en dernière position de l'ordre du tableau. Et ce sont 2 choses totalement différentes, hein. Le remplacement, il s'exerce en fonction de la présentation des candidatures au municipal, au moment des municipales. L'ordre du tableau du conseil municipal, c'est la conséquence. Alors, autre question, donc merci madame, Carole D, je n'ai pas votre nom de famille, désolée. Si on ne remplace pas un conseiller communautaire suppléant, si par la suite le titulaire démissionne ou décède, est-ce qu'on désigne de nouveau un titulaire et un supplément ou uniquement un titulaire? Là, dans ce cas-là, c'est plutôt uniquement un titulaire. On considère que le suppléant qui était déjà virtuellement présent a conservé son poste, hein. Donc voilà, par pratique administrative, c'est comme ça. Et dernière question pour le moment, heu, pour les élections complémentaires, c'est l'effectif légal ou réel? 6 mois de sièges pourvus. Ah bah là, ce sera pour les élections complémentaires, de toute façon, là, ça n'est pas la question de l'effectif légal ou réel ne se pose pas, elle ne se pose que pour les adjoints, hein. La petite incertitude, c'était uniquement l'élection des adjoints. Pour les élections complémentaires, on l'a vu, on a exactement le même principe, des conseils municipaux qui sont réputés complets dans les communes de moins de 1000 habitants, dès lors qu'il y aura un maximum de 2 sièges en moins par rapport à l'effectif légal, hein. Donc en fait, les fameux petits tableaux que l'on a vus au début, hein, je reviens en arrière, au début de la réunion. Voilà, ces petits tableaux-là, hein, l'exception d'incomplétude, elle s'applique aussi en cas d'élection complémentaire, hein. Vous voyez, on l'avait indiqué ici, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu'il compte, à l'issue du renouvellement général ou d'une élection complémentaire, au moins 5, 9 et 13. Voilà, c'est ça le principe, hein.
Alors, question. Est-ce qu'un premier adjoint de sexe masculin qui démissionne en cours de mandat est remplacé par un conseiller municipal de sexe masculin qui devient adjoint? Est-ce que l'ordre des adjoints peut être changé? Et en l'occurrence, est-ce qu'une adjointe en place peut être nommée première adjointe? Alors pour l'élection des adjoints, là, il y a quelque chose, il y a un principe qui n'a pas évolué, on le voit ici, hein. Le conseil municipal pourra décider qu'ils occuperont dans l'ordre du tableau le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. Donc le principe, c'est quand, vous avez un adjoint qui démissionne, imaginons une commune qui compte 4 adjoints. Vous avez un adjoint qui démissionne. Son successeur est par défaut, par principe, est élu au dernier rang. S'il y a un seul poste à pourvoir, hein, il est élu au dernier rang. Et à ce moment-là, chacun des autres qui conserve sa fonction monte d'un rang, hein, passe d'un rang inférieur au rang supérieur. Mais il peut être décidé, mais à ce moment-là, il faut que le conseil vote en fait pour cela, puisque c'est le choix par l'alternative en fait, c'est pas le choix par défaut, mais il faut une volonté de le faire. Le conseil municipal peut décider que le nouvel élu occupera dans l'ordre du tableau le même rang que son prédécesseur. Voilà, hein, par exemple, vous avez 4 adjoints, le premier adjoint démissionne. Le principe, c'est que le nouvel élu est élu au 4e rang et celui qui était deuxième passe premier, celui qui était troisième passe deuxième, etc. Mais il peut être décidé, si le conseil municipal le souhaite et vote en ce sens, que le nouvel adjoint élu soit élu au premier rang, c'est-à-dire le rang qui était occupé par le prédécesseur. Alors, il y a une remarque. Je crois que la question est de savoir comment se calcule la perte du tiers pour déclencher une élection complémentaire dans un conseil municipal qui n'est pas complet. Effectif réel ou effectif légal du conseil? Oui, c'est une très bonne question. Là, c'est l'effectif légal. C'est l'effectif légal. C'est une bonne question. C'est une bonne question. J'ai pas lu d'éléments à ce sujet. Je n'ai pas lu d'éléments à ce sujet. Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Faudra creuser le sujet. Je regarderai ça. On pourra revenir vers vous à ce sujet-là parce que ouais, je pense, faudrait reprendre le texte. Je pense que c'est l'effectif légal, mais c'est à confirmer. C'est à confirmer. Voilà. Et c'est effectivement une bonne remarque. Alors, dernière question pour le On pourra moment. peut-être, si je trouve des éléments à ce sujet, on pourra vous les faire parvenir, hein, dans la journée, hein. Oui, du coup, n'hésitez pas à solliciter le service, hein. Je vous ai mis le numéro en haut du chat. Donc, si vous voulez avoir une précision, vous avez le numéro à votre disposition. Euh, et dans le cas où le conseiller communautaire suppléant a démissionné du conseil municipal, donc pas remplacé au conseil communautaire, et que le titulaire démissionne ou décède, on ne désigne également que le titulaire au conseil communautaire? Oui, 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 dans ce cas de figure aussi, hein, dans ce cas de figure aussi. Il faut considérer en fait que les jeux de remplacement, les règles de remplacement, ne s'appliquent aux titulaires en fait, hein. Heu, voilà. Alors encore une fois, hein, la notion de suppléant, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il faut distinguer le suppléant du candidat supplémentaire. Ce sont pas les mêmes choses, hein. Le candidat suppléant n'est, ça ne concerne que les communes qui n'ont qu'un seul siège, hein, au conseil communautaire. Si vous avez au moins 2 sièges, il n'y a pas de suppléant. Vous avez des candidats titulaires et vous avez des candidats supplémentaires sur la liste, en fait, hein. Et à ce moment-là, eh bien, le mécanisme de remplacement se fait de cette manière-là et automatiquement en considération de la liste. En revanche, effectivement, le suppléant, c'est clairement un exemple très simple, c'est le premier adjoint dans une commune de moins de 1000 habitants qui a un seul siège. Le maire est le titulaire, le premier adjoint est le suppléant. Donc là, on raisonne vraiment en fonction de la démission, on ne tient compte de la démission que du titulaire dans ce cas de figure, hein, et après on choisit l'ordre du tableau. Voilà, c'est tout pour l'instant pour les questions, Benjamin. Eh bien, merci à vous et puis encore une fois, hein, je regarderai tout à l'heure si je trouve des éléments par rapport à la question du tiers parce qu'effectivement, peut-être que le texte de loi le précise, hein, c'est possible, mais je ne veux pas, vous dire de bêtises et avoir d'incertitudes en la matière.
Alors, sur les dispositions diverses, alors oui, quelques dispositions d'adaptation qui ont été adoptées, notamment la commission de contrôle des listes électorales. Eh bien, là, il a fallu, en fait, c'est fort logiquement, il a fallu adapter la réforme à ces questions-là. Donc, la composition est réduite à 3 membres si une seule liste a obtenu des sièges au Conseil, ou s'il n'est pas possible de constituer une commission de contrôle. Et elle est élargie à 5 membres si au moins 2 listes ont obtenu des sièges au conseil municipal. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que vous le savez, le mandat est de 3 ans pour les délégués, et donc c'est un mandat qui est décorrélé du mandat municipal. Donc on peut tout à fait avoir des commissions de contrôle composées en fonction actuellement, qui perdureront pendant quelques temps après les élections municipales. Voilà, puisque dans chaque commune, les membres sont nommés pour une durée de 3 ans. Voilà, et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal. Alors la logique, c'est 3 plus 3. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il est fort possible, en tout cas ça fait partie des possibilités, vous l'avez certainement entendu aussi, c'est fort possible que le futur mandat municipal soit de 7 ans et non pas de 6, comme on l'avait vu entre 2001 et 2008, et donc là, il y aura peut-être une petite difficulté par rapport à ça. Bon, on aura le temps de le voir. Et donc là, je vous ai ajouté donc l'article L19 du code électoral, donc avec les modifications de la composition de cette commission de contrôle. D'ailleurs, on a prévu un webinaire dans courant octobre sur la question de la révision des listes électorales. Et on aura l'occasion d'évoquer plus en détail sur ces sujets-là. Voilà, et là encore, donc je vous ai ajouté le texte vraiment brut pour que vous ayez l'ensemble des informations, avec un certain nombre de précisions, notamment pour l'élection des délégués des sénats, pour l'élection des sénateurs. Et puis on peut terminer notre présentation par des dispositions propres aux communes nouvelles. Si certains d'entre vous sont directement concernés, c'est intéressant puisque la loi donc, contient des dispositions déjà applicables, dès à présent, aux communes nouvelles, donc à la différence des autres mesures qui ne s'appliqueront que à compter des prochaines municipales. Et donc la loi acte la prolongation de la durée de la période transitoire au cours de laquelle les communes nouvelles qui disposaient d'un effectif dérogatoire en 2020 pourront conserver un effectif du conseil municipal supérieur à celui du droit commun, c'est-à-dire l'effectif qui correspond à la strate démographique immédiatement supérieure. Donc le conseil municipal conservera un nombre de membres égal à celui prévu pour une commune appartenant à la strate démographiquement immédiatement supérieure jusqu'au 3e renouvellement général des conseils municipaux et non plus jusqu'au 2e. Donc le retour au droit commun interviendra après 2 mandats complets, c'est-à-dire en 2032 pour les communes créées avant 2020, qui est disposé d'un effectif dérogatoire en 2020. Et en cas de vacance d'un siège de conseiller municipal, eh bien, le remplacement sera opéré par le suivant de la liste élu lors du dernier renouvellement du conseil municipal de l'ancienne commune. Alors qu'auparavant, le conseil de la commune nouvelle, qui venait d'être créé, pouvait, en cas de vacance, eh bien, intégrer la période transitoire. Voilà, c'était donc il y avait ça posait un petit problème à la fois démographique et démocratique, on va dire. Et pour les communes nouvelles créées après 2020, eh bien, on applique aussi ce régime dérogatoire pour 2 mandats. Donc, lors du premier renouvellement, prise en compte de l'effectif de la strate démographique immédiatement supérieure, et l'effectif représente minimum le tiers de l'addition des effectifs des conseils municipaux des communes historiques avant la création de la commune nouvelle. Donc ça, c'est un petit seuil plancher, un petit seuil cliqué pour préserver l'historique de ces communes fusionnées, en fait. Et on a un retour au droit commun qui sera donc prévu en 2038, puisqu'il faudra laisser passer 2 mandats complets à partir de 2026. Alors 2038 ou 2039, si jamais on passe à 7 ans, bien sûr.
Un petit chapitre sur les déclarations de candidature, même si là, il est un petit peu tôt encore hein, pour avoir toutes les précisions. On en aura davantage dans les prochaines semaines. Bien sûr, le ministère de l'Intérieur va publier, comme il le fait traditionnellement, ses mémentos hein, à l'usage des candidats, qui sont toujours très intéressants. Donc là, on aura des précisions. Donc, comme on le disait tout à l'heure, a priori, le modèle CERFA existant sera utilisable pour les candidats des communes de moins de 1000 habitants. Ça reste à confirmer. Donc, il y aura donc une uniformisation du régime du dépôt, donc pour ces communes de moins de 1000 habitants, avec une déclaration de candidature par le candidat tête de liste, qui peut confier par mandat cette démarche à quelqu'un d'autre. Dépôt de candidature obligatoire pour chaque tour de scrutin, on le rappelle. Aucun mode de déclaration de candidature alternatif à celui-ci n'est accepté, hein. Donc c'est vraiment un dépôt en main propre qui fait seule foi. Et puis donc un dépôt qui sera. Alors il n'y a pas de date, j'allais dire minimum pour l'instant hein, de fixer, c'est-à-dire que en droit, rien ne s'opposerait aujourd'hui à se déclarer dès aujourd'hui, hein, même si c'est pas forcément toujours très pertinent parce que c'est perdre aussi du temps de préparation de la liste, alors que souvent on en a besoin, mais il n'y a pas d'objection à ça. Par contre, il y a une date maximale, bien sûr, de dépôt, c'est le 26 février pour le premier tour, et ce sera le 17 mars pour le deuxième tour. Voilà, et puis avec la source du ministère de l'Intérieur, on vous a ici recopié les pièces justificatives donc à fournir pour chacun des candidats colistiers. Donc pas seulement la tête de liste, hein, mais chacun des candidats, avec bien sûr notamment la démonstration de l'attache avec la commune, hein, soit au titre d'électeurs, soit au titre de candidats dits forains, c'est-à-dire des candidats qui ne seraient pas électeurs dans la commune, mais qui seraient éligibles à leur conseil municipal en raison de la qualité de contribuable, notamment, hein. Voilà, donc tout ça figure ici dans ce document. Voilà, donc on a terminé notre présentation. Si vous avez des questions, évidemment, nous sommes parfaitement on pourra y répondre avec plaisir, ou tenter d'y répondre avec plaisir. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions. On va arriver au terme du webinaire, mais n'hésitez pas, hein, on peut encore prendre quelques minutes. Et puis, je vous rappelle ce que je vous disais en introduction. Si vous avez des questions relatives aux élections ou toute autre question qui concerne la gestion quotidienne de vos collectivités, n'hésitez pas à appeler Rural Consult. Alors, je vois qu'il y a un message. Non, ce sont des remerciements, Benjamin. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose donc qu'on arrête là le webinaire. Je vous enverrai le. Alors, comment fait-on si on n'a aucun dépôt de liste? Alors, comment fait-on si on n'a aucun dépôt de liste? Eh bien, de manière, j'allais dire, définitive, hein, bien sûr, c'est-à-dire au moment de la date, eh bien, il y aura constitution d'une délégation spéciale, puisqu'il sera impossible de constituer le conseil municipal. Et donc, la préfecture mandatera une délégation spéciale avec ensuite la convocation des électeurs dans les semaines qui suivront pour de nouvelles élections municipales. Voilà, dans un premier temps, ce à quoi il sera procédé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je balaye, hein, je regarde si on a bien répondu. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous pour votre participation. Benjamin, merci pour cette présentation très claire. Excellente journée à toutes et à tous et un très bon appétit. Merci à tous et très bonne journée. À bientôt. Et n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire. Au revoir, Bonne merci. journée, au revoir, merci.